Pourquoi l'Européen vit comme un drame l'idée que le centre du monde peut devenir asiatique? Je ne connais pas de gens autour de moi qui pensent que la Russie, que les Russes soient des ploucs, j'ai jamais entendu ça. Ou sur les Américains, peut-être un peu plus. Les gens bien européens disent exactement la même chose que dit Poutine, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les Juifs ont vécu la Shoah que tout leur est permis. En travaillant là-dessus, je n'avais pas remarqué cette chose qui est une évidence quand on regarde un planisphère, c'est la taille du pays. Ça paraît tout bête. Vous êtes russe, vous avez toujours vécu avec ça, vous avez toujours vécu avec l'idée. Nous, les Français, on a vécu avec une carte dans laquelle, en général, il y a la France qui est centrée, il y a l'Europe et la Russie, elle s'arrête à la Russie européenne. Vous pensez que Poutine va être enterré en même temps que Lénine? Enfin? Ça, j'en ai aucune idée. François Reynard, bienvenue à la Librairie du Globe. Vous avez écrit un livre sur l'histoire russe. Moi-même, j'essaie d'écrire quelque chose sur la Russie depuis 2 ans, depuis le début de la guerre. À chaque fois, quand je fais 100 pages, je les relis et je dis c'est complètement vétuste, parce qu'avec ce qui s'est passé, ce que tu avais envie de dire, soit est déjà trop évident, soit erroné, parce que le temps coule trop rapidement, la situation change rapidement, la vision des choses change rapidement. Je ne vous cache pas, je tenais à vous parler pour me donner raison de continuer d'écrire. Vous êtes spécialiste de la Russie ? Alors, moi, mon projet, le projet général que je mène depuis 15 ans maintenant, c'est un grand projet de vulgarisation historique, d'accord ? Donc, c'est de donner au plus grand public des clés d'histoire les plus générales possibles. J'ai commencé par une histoire de France, ensuite il y a une histoire du monde arabe, ensuite une histoire du monde. Et cette histoire j'ai écrit cette histoire du monde donc en suivant un peu tous les continents, etc. Et à chaque fois, encore une fois, dans l'idée que le grand public, enfin le livre a été traduit dans diverses langues, mais enfin disons a priori le public français, et les clés de savoir ce que c'est que les bases de l'histoire chinoise, de l'histoire africaine, de l'histoire américaine, etc. Et comme ce livre a eu beaucoup de succès, cette histoire du monde, mon éditrice, qui est maintenant la patronne des éditions Flammarion, elle m'avait dit « Écoute, tu vas reprendre tout ça et on va le découper par appartement, en quelque sorte. Hein » Et donc, et à chaque fois, bon, le plus simple, ça aurait été que je prenne des chapitres qui étaient dans cette histoire du monde et que je les publie pour faire un livre. Et puis moi, j'aime pas ça parce que quand je reprends les chapitres, je me dis tiens, mais pourquoi j'ai pas parlé de lui, pourquoi j'ai pas rajouté de ça, etc. Et donc c'est une série de livres dans lesquels il y a eu une histoire du Nouveau Monde, les Amériques, l'Océanie, il y a une histoire de l'Asie. Et celui-là, c'est l'histoire de la Russie et des pays qui sont autour, hein, puisque dedans, il y a beaucoup de chapitres sur l'histoire de la Pologne, l'histoire de la Suède, qui ont été des grands ennemis de la Russie dans l'histoire et qui sont assez peu connus. Donc le projet que j'ai moi, c'est de donner, encore une fois, au grand public, des clés de compréhension simples, des clés basiques. Le projet dont vous me parlez, vous, il est très différent. Là, vous essayez, ce que je comprends très bien, vous essayez de comprendre ce qui se passe depuis 2 ans, comment cette chose a pu arriver, etc. Moi, le livre que j'ai fait, il s'arrête le 23 février 2022, c'est-à-dire qu'il s'arrête à la veille de l'invasion, il n'en parle pas, puisque ça, effectivement, comme vous le dites, ça change beaucoup. Mais à part ça, les débuts de l'histoire, la conversion de Vladimir le Grand qui devient orthodoxe en 988, si je ne me trompe pas, à Kiev, voilà, ça ne change pas beaucoup, et je trouve ça intéressant de le raconter au grand public, parce que les gens ne le savent pas. Je pense qu'un des problèmes de ce qui arrive aujourd'hui, peut-être c'est même le plus grand problème, c'est que à l'époque soviétique, il y avait des soviétologues qui étaient, pour une raison parfois bonne, parfois mauvaise, des spécialistes, des connaisseurs de la Russie. Et aujourd'hui, il n'y a plus de soviétologues, il y a des gens, on les appelle
la technologie politique, je pense que c'est ça. Parfois, ils ne parlent pas le russe. Et parfois, ils ont une vision de la Russie qui ne sort pas plus loin que le texte de Wikipédia. Et donc, ils consultent des hommes politiques, et les hommes politiques prennent des résolutions face à la Russie de Poutine, comme les sanctions, par exemple, qui ne font que nourrir Poutine. Ne pensez-vous pas que la vulgarisation de la science, de l'histoire, finalement, est plus nuisible que fructueuse? Si je le pensais, j'aurais pas fait ce livre. Mais donc, quel est... Non, je pense en tout cas que là, vous, je comprends très bien, mais vous raisonnez dans le contexte politique par rapport à Poutine, etc. Mais hors ça, il y a aussi une chose qui s'appelle... Le livre que j'ai écrit là, il se trouve qu'il arrive à un moment, 2 ans après, mais j'y pensais depuis plus longtemps que ça, si vous voulez. J'ose espérer que la Chine communiste va reculer avec le fait de faire une guerre avec Taïwan, mais bon, malheureusement, c'est peut-être en cours, hein. Enfin, en tout cas, c'est dans les esprits du Parti communiste chinois. Eh bien, ça n'empêche que moi, quand j'ai fait une histoire de l'Asie ou une histoire du monde, j'ai parlé de la Chine, voilà, sans savoir ce qui allait se passer là. Donc là, quand j'essaie d'expliquer au grand public pourquoi Ivan le Terrible, c'est un personnage important de l'histoire russe, pourquoi Pierre le Grand, l'homme qui tourne le pays vers l'Europe, il est important... je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais écrit le même livre, et dans 10 ans, j'écrirai le même livre, les mêmes chapitres, en tout cas, par rapport à ça. Vous voyez, il y a 2 plans différents. Quand on écrit un livre d'histoire générale, on est obligé de s'extraire de l'actualité, parce que sinon, comme vous dites, sinon ça change tout le temps, sinon le discours change tout le temps. Donc moi, c'est pas du tout ce projet-là que j'ai fait. La chose est que moi, la vulgarisation que je fais, alors effectivement, moi, je suis absolument incapable de lire des ouvrages en russe, mais je lis l'anglais et le français. En anglais, en français, il y a énormément de livres, de biographies, etc., qui expliquent les grands pans de l'histoire russe. Et moi, mon travail c'est de les lire, de les digérer et d'essayer de ressortir ça de manière simple pour que ce soit compris par le grand public. Mais c'est pas polémique, c'est pas politique. En écrivant, bien sûr, vous avez appris des choses, puisque pour faire quelque chose une vulgarisation, il faut quand même en bouffer de l'histoire russe. Quelle était la chose qui vous a donné peut-être la clé la plus étonnante du coffre-fort ou de la chambre des secrets de la Russie? Alors, les secrets, je ne sais pas, mais en tout cas, en travaillant là-dessus, je vois des lignes de force. Alors, tous les événements m'ont intéressé, hein. Pierre le Grand, il est fascinant, Catherine II, elle est fascinante, etc. Donc tout ça, on est bien d'accord, mais ça, il y a des choses qui existent depuis très longtemps là-dessus. Mais l'autre chose, je voyais dans les grandes lignes de force de l'histoire russe, par exemple, en travaillant là-dessus, je n'avais pas remarqué cette chose qui est une évidence quand on regarde un planisphère, c'est la taille du pays. Ça paraît tout bête. Vous êtes russe, vous avez toujours vécu avec ça, vous avez toujours vécu avec l'idée. Nous, les Français, on a vécu avec une carte dans laquelle, en général, il y a la France qui est centrée, il y a l'Europe, et la Russie, elle s'arrête à la Russie européenne, si vous voulez, s'arrête un petit peu après Moscou. On ne voit pas le côté, les 17 millions de kilomètres carrés, on ne voit pas le plus grand pays. Donc déjà, dans le livre, de raconter comment ça s'est fait, cette chose-là, comment on part de ces petits embryons de cités-États, les principautés de l'époque de la Rousse de Kiev, et comment, après, on arrive à un pays qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très structurant dans l'histoire et dans la psychologie russe, et qui est on a le premier pays du monde, et toute chose qui serait perdue, toute province qui serait perdue dans ce pays, c'est une catastrophe. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a, alors peut-être pas étonné, mais en tout cas, qui a une évidence qui m'est apparue, c'est cette taille. L'autre deuxième évidence qui m'est apparue, là aussi, de la même manière, quand on est français, on est élevé avec l'idée qu'on ne sait jamais trop où la placer, la Russie, sur le plan intellectuel ou civilisationnel. Il y a quand même l'idée que c'est un pays européen, mais c'est pas vraiment un pays européen puisqu'il dépasse l'Europe. Donc il y a toujours cette chose-là. Hein, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, chose inventée par un géographe de Pierre le Grand, par parenthèse, mais en tout cas l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, voilà, on a grandi avec ça, le général de Gaulle disait ça, etc.
je parle des Français, hein, mais on oublie qu'après l'Oural, je ne sais plus combien, mais il doit encore y avoir 7000 km, enfin, je ne sais plus, ou 6000 km pour aller jusqu'au Pacifique. Donc il y a cette taille-là, mais en tout cas, il y a aussi le fait que dans l'histoire russe, il y a l'idée d'une spécificité russe, d'un destin national, un destin qui était porté au XVIe siècle avec l'idée de la troisième Rome. La première Rome, c'est Rome, la deuxième Rome, c'est Byzance, la troisième Rome, ce sera Moscou, et c'est nous qui allons sauver le monde. Il y a cette idée-là qui est très importante, puis qui évidemment va revenir ensuite à l'époque communiste, avec l'idée c'est Moscou le centre du monde, et c'est Moscou qui va changer le monde. Ça, c'est très fort dans l'esprit des Russes, je le comprends très bien, et c'est beaucoup moins présent dans l'esprit des Français, des Allemands, etc. Parce que, enfin, en particulier des Français qui pensent eux-mêmes être au centre du monde, ce qui m'exaspère quand le propre de tous les peuples du monde, c'est qu'ils se croient au centre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'un des problèmes de la non-compréhension des Occidentaux et des Russes aujourd'hui, c'est effectivement la taille, parce que quand on est russe et on vit dans ce pays qui est énorme, on a la vision du monde. On n'a pas la vision d'une petite région. Et les hommes politiques aujourd'hui, quand tu vois que l'Europe est représentée par exemple par un Hollandais, bah, ils pensent comme un Hollandais. Son monde est petit. La vision du monde des Russes, elle est planétaire. D'où ces projets des Russes de faire la révolution mondiale, comme Trotsky, etc., etc. Donc, effectivement, la taille, c'est très important. Voilà, c'est ça, cette taille et cette idée, on a un destin à porter, quoi. Et encore une fois, pour le coup, c'est pas spécifique aux Russes. Quand j'ai travaillé sur cette histoire du monde, ce qui me fascinait, c'est que la petite phrase que j'ai mis en exergue, c'est la Terre est ronde, ça permet à tous les peuples de penser qu'ils sont au centre. Hein. C'est-à-dire que par définition, n'importe quel peuple se vit au centre, et effectivement, à cause de cette géographie, encore une fois, quand on est français ou quand on est anglais, je pense à la même chose chez eux, ou quand on est allemand, on voit que cette espèce de partie européenne en pensant que c'est quelque chose qui est raccroché. Alors effectivement, vous disiez sur la taille et puis aussi la variété de population. Alors évidemment, les Russes, les Russes, je ne sais plus comment on peut dire, mais ethniques, ou enfin bref, voilà, ils sont à peu près 80% de la population, je pense, mais il y a quand même 20% des autres populations que en Europe occidentale, on oublie tout le temps et qui sont présents dans la tête des Russes depuis toujours. Il y a l'idée, on est un pays-monde, quoi. Ça, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, il faut avoir cette idée en tête. Vous parlez vous avez utilisé un mot qui m'a fait penser à un autre, qui est un synonyme apocalypse, parce qu'on parle de plus en plus d'apocalypse qui peut venir. Mais Luther parlait d'apocalypse. Donc c'est pas une idée nouvelle. Hein. Le fait, vous avez écrit sur le monde arabe, vous avez écrit sur d'autres pays, comme vous dites. Pourquoi l'Européen vit comme un drame l'idée que le centre du monde peut devenir asiatique? Moi, je trouve que c'est très très bien. En fait, c'est une justice historique. Oui, alors ça c'est évident, parce que le problème, c'est que... j'entends ce que vous dites, hein, mais le problème, c'est que les Européens... L'Europe occidentale, hein, enfin voilà, l'Europe chrétienne catholique, disons, elle a commencé à faire son expansion au XVIe siècle avec les grandes découvertes, ou l'expansion maritime, Christophe Colomb, les bateaux, la découverte de l'Amérique, etc., avec tout ce que les guillemets qu'il faut mettre sur ces expressions, parce que aujourd'hui on ne dit plus découverte de l'Amérique, parce qu'effectivement les gens qui habitaient en Amérique, ils ont pas, voilà. Bon bref, en tout cas, il y a cette expansion qui commence au XVIe siècle et qui ensuite, 3 siècles plus tard, au XIXe siècle, grâce à l'expansion économique, à la révolution industrielle, permet à l'Europe de diriger le monde. L'Europe, en 1914, elle dirigeait le monde, mais pour le coup, avec la Russie dedans, hein, dans le club des puissances. Et je pense que les Européens, ils n'ont toujours pas fait le deuil de ça. L'idée, parce que, objectivement, l'Europe au XIXe siècle, elle a dirigé le monde. Hein, je ne sais plus le chiffre, mais je crois qu'il y a que 4 ou 5 pays qui n'ont pas été colonisés par les Européens au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Donc l'Europe, elle a dirigé le monde et elle a donné le là au monde, les costumes, les mœurs, etc. Quelque chose de très symbolique de ça, qui m'a toujours frappé, c'était
il y a une conférence au XIXe siècle, quand il y a les bateaux et les trains qui ont commencé à circuler et à sillonner le monde, il y a l'idée qu'il fallait créer une heure pour tout le monde. C'était à cause des trains, ça. Parce qu'il fallait savoir à quelle heure, il fallait que le type qui prenait son train à Saint-Pétersbourg, il savent à quelle heure il arrivait. Bon. Et donc, on a inventé les faisceaux horaires. Conférence de Washington, c'est dans les années 1880. Et la conférence de Washington, elle décide que le fuseau horaire numéro 1, il sera à Londres. C'est extraordinaire. Ça veut dire que désormais, dans les années 1890, vous rentrez dans un monde dans lequel Londres est l'heure 0. Et vous êtes, si vous êtes chinois, vous êtes Londres plus 8 ou je sais plus, ou plus 10. Si vous êtes américain, vous êtes Londres moins 6. C'est incroyable comme symbole. Voilà. Et je pense que les Européens, il y a beaucoup d'Européens qui restent toujours avec dans la tête l'idée, on a été au centre du monde et on doit naturellement continuer à être le centre du monde. Et je suis d'accord avec vous, ce qu'il faut avoir en tête, ce que tous les Européens doivent avoir en tête, c'est que les autres pays disent, vous l'avez été, c'est peut-être à nous c'est nous qui allons l'être maintenant. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Alors, c'est une bonne chose si tant est que comment dire, moi je suis très attaché dans ce qu'a créé l'Europe aux notions enfin je parle de l'Europe occidentale, disons aux pays représentés dans l'Union européenne plus exactement, les notions de démocratie, de droits de l'homme, de ce qu'on appelle la démocratie libérale, ça me paraît un bon système. J'ai une question à ce propos. Parce que, alors je termine, ça me paraît un bon système parce que ça nous permet de vivre plus libre. Moi je suis en train de discuter avec vous, vous posez toutes les questions que vous voulez et je réponds comme je veux. Ça me paraît sympathique de penser qu'on ne va pas être arrêté en sortant de la librairie. Ne pensez-vous pas que il y a une espèce de culte de la culture russe? Vous parlez, vous, de spiritualité, de Dostoïevski, qui pour moi est un écrivain assez faible. En tout cas, il écrit très très mal. Ses textes sont bourrés de fautes de syntaxe, il écrit mal, il n'a aucun style, et ses idées sont assez contestables. Mais il y a un mythe de la grande culture russe qui n'était que l'interprétation de la grande littérature. Pushkin, il interprétait Byron, Lermontov, Goethe, Tolstoï, Hugo, Dostoïevski, Dickens. En fait, c'est des paraphrases des grands écrivains. Pourtant, les Russes se sont autoproclamés comme la nation de la grande littérature. Pour moi, la seule chose que les Russes ont vraiment donné à la pensée mondiale, c'est les idées destructrices de l'anarchisme. D'où ce mythe de la grande culture russe. Alors, je suis étonné de voir quelqu'un dans une librairie qui me dit que Dostoïevski ne vaut pas un kopek, comme on dirait chez lui. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous dites bon, voilà. En tout cas, alors là, je vais revenir. Moi, je vais revenir au livre d'histoire que j'ai écrit. Il y a quelque chose qui historiquement est tout à fait fascinant et tout à fait intéressant, c'est que la littérature russe ou la musique classique, comme on dit, russe, elle n'existe pas, où il y a très peu de noms jusqu'au début du 19e siècle. Hein, là où on parlait en Allemagne, en Angleterre, etc., Shakespeare en Angleterre, ou Cervantes en Espagne, ou en France, Montaigne, etc., il y a une littérature qui existe depuis longtemps, et là, en Russie, on a l'impression qu'elle n'existe pas. Et brusquement, au 19e siècle, il y a une efflorescence incroyable. Terrible lapsus. Pushkin le premier, Gogol presque en même temps, et puis ensuite les générations suivantes, Dostoïevski et Tolstoï. Et de fait, ils vont avoir une renommée extraordinaire, être traduit dans le monde entier, être avec quelque chose qui est pour Tolstoï, quelque chose qui était carrément de l'ordre du prophète. Hein. C'était quelqu'un, je veux dire, le jeune Gandhi lui écrit pour avoir ce que pense Tolstoï de l'évolution des choses aux Indes, etc. Et donc il y a ce fait qui est extraordinaire, qui est une éclosion qui apparaît alors qu'avant il y a pas grand-chose. Enfin, il y a peu de noms.
En tout cas, il y a peu de noms célèbres dans le monde entier. Je ne serais pas du tout du même avis que vous sur l'idée que ce sont des copies, des copier-coller des modèles européens, parce que moi, je vois au contraire de ça. Par exemple, quelqu'un comme Tolstoï, dans Guerre et Paix, il arrive, alors là, moi j'aime l'histoire, il arrive à embrasser dans un même livre énorme, à la fois des grandes questions humaines, des histoires d'amour, hein, voilà, et puis et en même temps des grandes questions sur l'histoire, hein, puisque on est à l'époque où Napoléon envahit la Russie, donc qu'est-ce que c'est le face-à-face entre Napoléon, le général russe en face, qu'est-ce que c'est ce face-à-face entre un homme qui pense qu'il peut écraser l'histoire, qui peut porter le destin, qu'un homme seul peut faire triompher la volonté, c'est Napoléon, face à quelqu'un qui dit non, oui, mais là il y a un pays qui se défend face à une invasion, bon voilà, et donc il y a ces questions historiques qui sont absolument fascinantes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comparables dans la littérature. Chez Dostoïevski, il y a des grandes questions métaphysiques. Qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, etc. Ça le met clairement au niveau de Shakespeare, par exemple. C'est une énorme littérature russe, et je comprends très bien que les Russes en soient fiers. Ils ont tout à fait raison, même si c'est toujours compliqué d'être fier d'eux. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas à être fier de Victor Hugo, c'est pas moi qui ai écrit Victor Hugo. Mais en tout cas, voilà, il y a cette chose-là. Ce qu'il faut avoir en tête, et qui est particulier dans l'histoire de la Russie, c'est que la plupart de ces grands écrivains russes, ils ont tous été pourchassés par le pouvoir. Ça, c'est une autre question, hein. Pouchkine, il était dans les milieux des gens qui allaient préparer le décembrisme, l'attentat contre le tsar pour forcer la Russie à devenir un régime constitutionnel au milieu des années 1820. Et il n'a pas été pris dans la rafle qui a suivi la tentative de coup d'État décembriste, parce qu'il avait été exilé par le tsar peu de temps avant. Donc il a échappé à ça par hasard. Dostoïevski, dans sa jeunesse révolutionnaire, il a quand même subi le bagne, et puis il a subi une fausse exécution, un simulacre d'exécution. C'est quand même des choses terribles. Alors on peut dire que Victor Hugo, il a subi l'exil au moment de Napoléon III, mais enfin, Victor Hugo n'a jamais été au bagne, il n'a jamais été envoyé au bagne, Molière non plus. Donc la plupart des grands écrivains russes, ce qui est particulier, c'est que ce sont des gens qui ont été, à un moment ou à un autre, pourchassés par un pouvoir qui ne voulait pas d'eux, et après, les suivants les ont récupérés. C'est toujours cette même question. On fait une répression d'abord, et puis après, on essaie de récupérer. Mais en tout cas, sur l'assise de la culture russe, elle me paraît quand même très, très évidente à partir du 19e siècle, c'est évident. Et en musique aussi, moi j'aime beaucoup la musique. J'aurais du mal à me passer de... J'adore Glinka, par exemple, hein, dont on dit que c'est le père de la musique russe, hein, le Pouchkine de la musique. C'est lui qui... c'est quand même magnifique, ou Tchaïkovski, etc. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'est... Heureusement qu'ils sont là et qu'ils existent. Non, je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis juste qu'ils sont d'ailleurs peut-être pour ça très très populaires en Occident, parce que Tolstoï, qui a consacré déjà la moitié de son livre, est écrit en français. Mm-hmm. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se présente quand le livre est traduit en français. Est-ce que les gens savent que l'original est... Il y a souvent... Alors ça, c'était... alors, il y a deux choses par rapport à ça. Il y a souvent, dans les livres russes, dans les livres de littérature russe qu'on lit en français, il y a très souvent des mots en italique, et il est marqué en français dans le texte. Et donc en français dans le texte était devenu iconique. Il y a même j'essaierai de vous retrouver ce texte, ça vous fera rire. Il y avait au début du XXe siècle, il y a deux auteurs qui s'appellent Rebout et Muller, excusez-moi, j'ai oublié leur nom, peu importe, j'étais dans les Russes, peu importe, qui faisaient des pastiches célèbres. Et dans ces pastiches, il y a une pastiche de faux romans russes. Donc un faux roman de Tolstoï, en fait, ça fait 10 pages. Hein. Et dedans, il y a tout le temps des mots en italique. Et ces mots en italique, c'est beefsteak ou chewing-gum, et il est marqué en français dans le texte. Voilà, voilà, l'effet comique est celui-là. Mais en tout cas, effectivement, il y a clairement cette idée il y a toujours l'idée que dans Tolstoï, il y a beaucoup de choses qui sont écrites en français. Alors, il y a une amie russe, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, moi je ne suis pas capable de le vérifier, qui me disait que désormais, les versions de Tolstoï qu'on vendait en Russie, les passages en français étaient traduits en russe.
Non, de toute façon, ils sont traduits en russe, mais En à os. la fin du Ah ouais. livre, mais enfin, je pense que peut-être si c'est pas la moitié, mais deux Les tiers, d'accord. enfin 2 tiers sont en russe et le reste en En français. français. Oui. Et puis le héros masculin. Un des 2 héros masculins principaux, le prince André, pour lui, l'idole, c'est Napoléon. Et le deuxième, Pierre, qui devrait épouser Natacha, et qui épouse Natacha, lui, il devient franc-maçon. Donc, évidemment que les Français adorent cet auteur. Et Dostoïevski, c'est quelqu'un qui est dans la psychologie que les Français aiment aussi. Oui, mais donc, il y avait un grand culte, dès le 19e siècle, il y a un grand culte de Dostoïevski et Tolstoï ailleurs qu'en France. Hein. Oui. En Allemagne, en Angleterre, etc. On lisait tout ça, hein, c'était très connu. Hein, ils sont européens, donc ils sont beaucoup plus compréhensibles. Par exemple, Ilf et Petrov, qui ont écrit 12 chaises et qui expliquent tellement la mentalité russe, ne sont pas tellement populaires. Je ne connais pas. Mais on ne les lit pas. Mais pourtant, ils expliquent tellement davantage ce qui se passe dans notre peut-être de nous autres les Russes. Mais c'est moins convertible à la compréhension européenne que Tolstoï et Dostoïevski. Et puis, la ville de Saint-Pétersbourg, qui est adorée par les Européens et que moi je déteste parce qu'elle n'a rien de russe. C'est un Disneyland construit par les architectes français. Donc effectivement, le touriste français adore venir chez lui, au fond. Parce que c'est comme chez vous. C'est pas comme chez nous. Le Français, quand il se retrouve à Moscou, il n'est pas très heureux parce que y a pas, ça ressemble pas à son chez lui. Il s'y perd. Alors c'est une ville qui n'a aucune... Je vais à nouveau me retrouver dans la position de celui qui défend la culture russe. J'adore ça. Parce que comment dire, Saint-Pétersbourg, donc effectivement, bien sûr, hein, pour les gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas l'histoire de la ville, c'est Pierre le Grand, l'homme qui veut tourner son pays vers l'Europe, et donc qui dit, voilà, la capitale, elle était à Moscou, on va construire une nouvelle. Et il l'a construit après avoir fait la guerre contre les Suédois. Il l'a construit pour avoir sa fenêtre sur l'Europe, comme dira, je ne sais plus quel voyageur italien au XVIIIe siècle. Et effectivement, il a l'idée d'en faire une ville ultra-européenne. C'est-à-dire qu'elle est non seulement... Je crois que les architectes étaient surtout italiens, mais il y a l'idée de faire quelque chose qui soit plus que Versailles, plus que les grandes villes italiennes, plus que, etc. Et comme vous dites, enfin, Disneyland, c'est un peu dur. Mais si, c'était construit en 4 ans. Voilà. C'est Disneyland. En tout cas, il y a cette idée-là, mais ça n'empêche que ça reste quelque chose de très beau à voir, même hors la question européen ou pas européen, parce qu'il y a une unité architecturale. Donc ça, c'est déjà toutes les villes, où qu'elles soient, qui ont une unité architecturale, on va les voir pour admirer ça. Il y a quand même la beauté des palais, des célèbres perspectives, il y a quand même l'énorme Neva au milieu, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose, Saint-Pétersbourg. Et il y a cette chose-là, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Européens qui aiment aussi Moscou, parce que justement, les bulbes, etc., c'est-à-dire d'aller chercher autre chose, quoi. Ouais, non, je trouve que vous êtes dur avec votre pays, là. Ah non, mais je suis très très dur, mais c'est parce que ce que je ne comprends pas, c'est que après les 2 ans de guerre et avec les atrocités que les Russes font pour l'Ukraine, la Russie continue d'avoir ce capital de sympathie. Et vous venez de le confirmer, parce qu'on dit, oh là là, la grande culture russe, mais cette grande culture russe, elle est telle qu'on la comprend ici, c'est une copie de la culture européenne, elle est souvent fausse, creuse, et même les icônes, la fameuse icône de Roublov, il faisait, je ne sais pas comment on appelle ça en français, quand on prend un patron, et en fait on fait une copie, comment on appelle ça, les poches, quand on fait le street art, on prend pochoir, voilà. Andrei Roublov, il faisait le pochoir.
des icônes. Mais c'est devenu la grande... Iconique. Les grandes icônes russes qui n'étaient que des pochoirs des icônes grecques. En tout cas, sur donc je vous laisse libre de vos propos sur la Russie. Ne pensez-vous pas que... Moi, je continue à penser que Saint-Pétersbourg, c'est une très belle ville et que... Il y a une espèce de culte et Tolstoï, c'est génial. de la culture russe. Par ailleurs, pour Andrei Roublev... vous parlez-vous de spiritualité, de Dostoïevski, qui pour moi est extraordinaire. Sur Saint-Pétersbourg, moi, il y a autre chose qui me frappe, qui est très différent. Ces textes sont bourrés de fautes. Ça nous ramène à quelque chose de l'ordre de l'actualité. C'est Saint-Pétersbourg, donc Pierre le Grand, quand il l'a fait construire, il l'a fait construire sur, et ses idées sont, en particulier, il avait fait la guerre contre les Suédois, et donc il y avait énormément de prisonniers de guerre suédois, et la ville a été construite largement pour les prisonniers de guerre suédois, qui ont dû drainer des marais, etc., pendant une dizaine d'années avant qu'on puisse commencer à la construire, et il y en a qui sont morts par peut-être milliers, dizaines de milliers, et ainsi que des serfs qui étaient amenés là et qui devaient construire. Et donc l'autre chose qui est vraie, c'est que c'est une ville avec ses palais magnifiques, mais qu'elle est construite sur un cimetière, construite sur des centaines de milliers de morts. Alors c'est vrai, à Versailles aussi, le château de Versailles, il a aussi de la grande littérature. Pour moi, la seule chose que les Russes ont vraiment donnée à la pensée mondiale, c'est les idées destructrices de l'anarchisme. Je pense que Staline, dans ses grands projets, il avait encore ça en tête, l'idée, je vais porter des grands projets, je vais faire le canal de l'Oural, je vais faire d'autres, en Asie centrale, les grands barrages, etc. Et il y a des centaines de milliers de morts, mais on s'en fout, on va se souvenir de moi comme l'homme qui a fait ces œuvres admirables. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans Saint-Pétersbourg, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais en tout cas, quand j'y suis allé, cette chose-là me frappait, et voilà, qui est la différence entre la beauté plastique de cette architecture et puis le fait qu'il y ait des ossements en dessous. Mais sinon, je le vois pas, moi, comme une pâle copie de la culture européenne, pas du tout. Parce que vous pourriez dire ça à ce moment-là aussi des États-Unis, par exemple, qui sont les États-Unis, qui sont un pays qui est né de la culture européenne, puisqu'il est né de la colonisation par les Anglais. Et au départ, il a eu une littérature ou une musique d'imitation, et puis évidemment, et après, il y a des tas de grands auteurs américains qui ont réussi à montrer qu'on peut partir d'une imitation et réussir à créer une culture propre après. Les phénomènes culturels sont toujours comme cela, en fait. Ça me fait plaisir que vous parlez des États-Unis, parce que ça me démange de vous poser une question sur la relation un peu bizarre, ce triangle entre l'Europe, la Russie et les États-Unis. Il y a Mark Twain qui a écrit Le pauvre et le prince, ou Le prince et le pauvre. Mark Twain qui était un peu omnibulé par la relation entre les Américains et l'Europe. Il avait un grand complexe là-dessus. Donc le pauvre et le prince, c'est les pauvres Américains qui resteront toujours des ploucs sur le bal des princes. Et la Russie, elle est en ça peut-être semblable aux États-Unis, et c'est pour ça que je trouve que le russe va trouver beaucoup plus rapidement un langage commun avec les Américains qu'avec les Français, malgré un mythe de la proximité entre les deux cultures, la française et la russe, à cause de ça. Parce que, effectivement, les deux sont des imitateurs de la vieille Europe et qui resteront toujours des ploucs de l'Europe. Et c'est ça que les Russes aujourd'hui ont compris, que de nouveau, ils sont des ploucs, comme étaient les Cosaques quand ils sont venus à Paris, et que, quoi qu'on fasse, on ne sera jamais sur le bal des princes. Alors, là encore une fois, moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je ne connais pas de gens autour de moi qui pensent que la Russie, que les Russes soient des ploucs. J'ai jamais entendu ça. Ou sur les Américains, peut-être un peu plus, mais voilà. En tout cas, par rapport à ce que vous disiez, là je réponds, je reviens au livre d'histoire que j'ai écrit, puisque c'est mon accès aux choses, c'est passer par l'histoire, hein, c'est ma manière de voir les choses. Premièrement, sur le côté proximité supposée, culture russe, culture française, etc. Ça a des racines historiques. Des racines historiques. Alors, au XVIIIe siècle,
dans toutes les impératrices qui ont succédé à Pierre le Grand. Il y a eu une série de grandes impératrices. Et là, il y avait à Saint-Pétersbourg, à ce moment-là, il y avait deux courants d'influence. Il y avait l'influence allemande, prussienne ou des cours allemandes, et l'influence française. Les ambassadeurs passaient leur temps à se chamailler pour avoir le truc. Et il y a une des impératrices qui a joué la carte française, et c'est à ce moment-là, au milieu du XVIIIe siècle, que le français a commencé à s'installer comme langue, comme langue dans la cour de Russie. Donc par capillarité, c'est descendu ensuite dans les classes, des classes aristocratiques et les milieux plus cultivés et les milieux plus bourgeois. Et ça, c'est une chose. Ensuite, dans ce rapprochement entre la culture française et la culture russe, il y a eu une autre période qui a beaucoup joué, c'est la fin du XIXe siècle. Parce qu'à la fin du XIXe siècle, c'est le moment... Alors, plus exactement, au XIXe siècle, l'opinion française en général, elle était plutôt anti-russe à cause de la Pologne. Parce que la Pologne, elle a été, la Pologne, c'est un pays j'en parle aussi beaucoup dans le livre, c'est un pays qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'il a été mangé par ses trois voisins qui étaient la Russie, l'Autriche et la Prusse. Le pays disparaît, puis ce pays réapparaît avec Napoléon qui crée un petit royaume, et puis ensuite ce pays réapparaît après la fin des guerres napoléoniennes, etc., traité le congrès de Vienne, 1815, et là, il y a un petit royaume de Pologne, mais qui est gouverné par les Russes, qui est dirigé par les Russes. Et les Polonais ne veulent pas de cette soumission au tsar, à la Russie, et donc il y a une révolte en 1830, il y a une grande insurrection, l'insurrection de Varsovie, contre les Russes, et cette insurrection, elle va être écrasée dans le sang, mais là, l'opinion politique, l'opinion française, et l'opinion d'ailleurs du monde allemand aussi, et un peu aussi des Anglais, sont très favorables aux Polonais. En 1831, il y a des milliers de Polonais qui vont s'installer à Paris, qui vont s'installer en France. Et donc là, en 1831, et à ce moment-là, dans l'opinion politique française, les milieux plutôt libéraux, centre-gauche, gauche, le peuple opprimé, c'est les Polonais. Il y a le même phénomène que pour les Ukrainiens aujourd'hui. On les accueille, etc. Et les oppresseurs, c'est les Russes, ce qui était d'ailleurs tout à fait vrai, puisque la répression conduite par le tsar Nicolas Ier contre la Pologne a été atroce. Et donc, le Russe, c'est le barbare, c'est celui qui écrase les peuples, etc. Et ça va durer jusque dans les années 1870. Et là, il y a autre chose qui va se jouer, parce que là, en 1870, il y a une guerre entre la France et la Prusse, qui devient l'Allemagne, et donc, brusquement, pour les Français, à partir des années 1870, l'ennemi, ça devient les Allemands. Et donc, il faut trouver une alliance contre ces Allemands. Et donc, à ce moment-là, la France va chercher une autre alliance, et va chercher l'alliance russe, l'alliance franco-russe, qui va la célèbre alliance franco-russe, qui va se jouer dans les années 1880. Mais à ce moment-là, pour que cette alliance franco-russe fonctionne, il y a tout un travail, un habile travail de propagande pour faire passer ça à la population. Parce que ça fait 40 ans, je suis nul en maths, ça fait 50 ans que 1880-1830, ça fait 50 ans qu'on dit les Polonais sont des héros et les Russes sont des barbares, et là la Pologne elle est à nouveau écrasée, elle est toujours écrasée, elle est toujours salféruleuse, et brusquement on dit maintenant nos alliés ça va être les Russes, c'est compliqué. Donc à ce moment-là, il y a tout un travail de propagande qui est sur le thème de, par exemple, c'est à ce moment-là qu'en France, on a inventé l'âme russe, l'âme slave, qu'il y a un éternel de l'âme slave, le personnage tellement sympathique, tellement chaleureux, qui boit, mais à qui on peut se fier, etc. C'est des travaux de propagande, voilà, qui sont joués à ce moment-là. Donc, tout ça pour vous dire que l'alliance entre la culture française et la culture russe, c'est aussi des choses qui ont été construites et qui correspondent à des moments politiques, comme toujours. Ça, c'est une chose. Et puis alors, l'autre chose pour répondre à votre question par rapport aux États-Unis, alors ça, c'est autre chose, c'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, en 1914, l'Europe est au centre du monde. Il y a 5 ou 6 pays qui gouvernent le monde entier. Dans ces 5 ou 6 pays, le premier, c'est le Royaume-Uni, qui est le pays le plus puissant en 1914. Le deuxième, c'est l'Allemagne ou la France côte à côte. Le quatrième, c'est l'énorme Russie, la Russie de Nicolas II, la Russie des tsars, qui est évidemment gigantesque par son pays, par son étendue et par ses réserves de population, mais qui est faible par son économie par rapport aux autres. C'est encore un pays très rural, très agricole. Et peut-être, après, on peut rajouter l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ça, c'est les pays qui gouvernent le monde. La guerre de 14 fait que tous ces pays se battent entre eux,
Et tous ces pays s'effondrent après la guerre. Et donc, après la guerre de 1914, il y a un pays qui était le nouveau venu, qui a débarqué. Les Américains, ils sont rentrés dans la guerre en 1917. Ils sont arrivés en Europe, et là, ils ont pris une place géopolitique. C'était les Américains qui pouvaient, dès ce moment-là, dès la victoire de 1918, dire c'est nous qui allons désormais gouverner le monde. Et puis ça ne s'est pas passé, parce que les Américains sont venus en Europe, le président Wilson, il a fait le traité de Versailles pour essayer de régler la paix, etc. Et puis finalement, il est reparti aux États-Unis, et les États-Unis sont partis dans une politique isolationniste dans les années 20. Ils ne voulaient plus s'occuper de l'Europe. Et du côté de la Russie, la Russie tsariste s'était effondrée, comme on l'a tous appris à l'école. 1917, la Révolution. 1922, un nouveau pays qui se lève, qui est l'URSS. Et là, ce pays, il va représenter quelque chose d'un ordre de l'avenir radieux, enfin en tout cas pour tous les gens qui croyaient au communisme à ce moment-là. Donc là, la Russie, elle reprend le flambeau de c'est nous qui allons, la Russie, ou plus exactement l'URSS à ce moment-là, c'est nous qui allons donner l'espoir au monde, c'est nous qui allons représenter quelque chose dans le monde entier, en tout cas pour tous les gens qui étaient séduits par le communisme, et ils étaient évidemment extrêmement nombreux, hein, ils l'ont été jusque dans les années 50-60, dans toute l'Europe occidentale. Et donc là, je pense que là, pour revenir à votre question de départ, personne ne pensait que les Russes étaient des ploucs, puisqu'on pensait que les Russes la Russie, l'URSS plutôt, était l'avenir du monde, en tout cas pour une partie de la population. Et puis après la Seconde Guerre, il y a la Seconde Guerre mondiale, et là, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'existe plus, malheureusement pour nous, Européens, elle s'est complètement effondrée. Et les deux pays qui existent, c'est le face-à-face États-Unis-URSS qui fait la guerre froide. Donc là aussi, de la même manière, vous dites le pauvre et les princes. Là, les pauvres, c'était les pauvres pays, c'était la France, c'est l'Allemagne, c'est eux qui devenaient les pauvres. Et les puissants, c'était les deux grands, hein, les deux super grands qui gouvernaient le monde entier. Et puis voilà. Et puis après, après il y a eu 1991 et l'effondrement de l'URSS. Et là, depuis, les États-Unis ont pensé que leur temps était venu, que c'est eux qui allaient gouverner le monde entier. Et ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de pays qui pensent les choses autrement, en particulier la Chine, qui essaie de trouver sa place dans le monde, ou l'Inde avec elle, ou effectivement la Russie. Mais enfin, ça, je ne suis pas sûr que Poutine il prenne les bonnes manières pour essayer de gouverner le monde, parce que en écrasant son voisin, ce n'est pas une solution pour dominer le monde. Enfin, je pense que cette guerre va épuiser la Russie. Oui. Quand je parle de pauvres et de princes, c'est plus socialement parlant. Parce que là où je vous rejoins sur la pauvreté et la principauté, c'est pas que les Américains sont des princes, mais il y a, vous qui aimez la culture russe, il y a Tchekhov qui a écrit La Cerisée, qui parle des aristocrates russes qui sont complètement fauchés, mais qui laissent un rouble d'or pour boire. Et puis il y a un nouveau qui arrive, qui achète le terrain, et la pièce termine par le bruit de la hache, parce que la Cerisée, il décide d'en faire autre chose. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe, c'est peut-être cette pauvre aristocrate qui fait encore bonne mine en donnant des louis d'or comme le pourboire aux autres pauvres, mais elle est complètement fauchée. Et donc il y a des gens à la hache qui vont venir pour y faire autre chose. J'espère que ça ne va pas être Poutine et les gens autour de lui. Poutine a compris quelque chose, à mon sens, pendant la Covid. Parce que vous parlez de la liberté, de la démocratie, surtout de la liberté. Poutine a vu qu'en Occident, la vie est égale à l'économie. C'est-à-dire que pour sauver l'économie, on a mis les gens assez facilement, et les gens l'ont accepté, dans une espèce de bunker. Passez-moi le jeu de mots, mais c'est archipel Goulag, archipel de Goulag, c'est archipel Goudlak. Quand j'ai regardé cette Europe qu'on a décidé de mettre dans un bunker pour sauver
l'économie, ça m'a beaucoup étonnée. Cette docilité m'a beaucoup étonnée. Je pense que c'est à ce moment-là que Poutine a compris que l'Occident était très très faible, hein, moralement parlant, que le prix de la vie en Occident était tellement cher et que c'est pas du tout le même prix en Russie, qu'il peut y aller. Alors, moi, j'ai la perception exactement inverse, c'est-à-dire que je pense je pense que dans d'autres périodes de l'histoire, quand il y a eu, alors j'allais parler de la grippe espagnole c'est compliqué parce que la grippe espagnole c'était pendant la guerre de 14, mais enfin en tout cas quand il y a eu, donc c'était un cas de guerre, c'est un peu particulier, mais enfin en tout cas il y a d'autres épidémies où on a laissé faire les choses, où et là en 2020 il y a cette chose qui est les gouvernements qui disent ben non on va pas laisser cette épidémie se répandre, et là quitte à effondrer économiquement le pays, on va protéger les vies humaines. J'ai vu exactement le contraire de ce que vous dites. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. Je pense que, et là, la plupart enfin, à part quelques récalcitrants, mais la plupart des gens se sont confinés avec de bonne volonté. Et je pense que moi, je ne vois pas du tout de comparaison entre le goulag et le confinement de 2020. Hein. Comment dire, on n'a pas été, moi, j'ai pas été frappé par des capots qui m'ont obligé à rentrer chez moi. C'était tout le monde l'a fait de manière volontaire, avec l'idée civique qui était il faut protéger des vies et il faut protéger les vieux et il faut protéger les hôpitaux. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc là, si Poutine a vu ça en se disant ces gens n'ont aucune morale, moi, j'ai vu au contraire que les gens avaient une morale humaine qui était. J'ai pas parlé de morale. J'ai parlé de volonté. D'accord. En tout cas, moi, j'ai accepté avec plaisir, avec principe moral ce confinement, avec l'idée de dire, comme le disaient mes amis médecins, etc., faites-le pour protéger les hôpitaux, sinon les hôpitaux vont être débordés. C'est pour ça qu'on a fait le confinement. Hein, parce que si on n'avait pas fait le confinement, ben les hôpitaux auraient explosé. Donc il fallait que les hôpitaux continuent à travailler pour protéger les vieux, les faibles, etc. Ça me paraît la base même de la grandeur morale, c'est de dire, justement, le matériel compte moins, et ce qui compte, c'est la vie humaine. Voilà, j'ai trouvé ça au contraire, c'était j'ai vu comme une preuve de grandeur spirituelle, justement. Ben, c'est pas comme ça que je vois les choses, parce qu'on a publié les chiffres et il y avait beaucoup plus de morts dues à ce confinement psychologique et autres. Et puis on a créé une espèce d'hystérie et c'est ça qui... Alors ça, je sais pas où vous avez vos chiffres, mais moi j'ai vu le rapport qui était publié dans Le Monde il y a pas longtemps. J'ai oublié les chiffres parce que voilà, mais en tout cas il y a un nombre considérable de morts qui a été évité grâce au confinement. C'est une évidence, hein. C'est-à-dire qu'il y aurait eu 10 fois plus de morts s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc voilà. Que le confinement ait créé ici et là des douleurs psychologiques, ça c'est évident. Mais il y a aussi pas mal de gens où ça a pu se passer, comme tout le monde a de la résilience par rapport aux choses, quoi. Voilà, c'est pas formidable de devoir passer ces journées à faire des puzzles comme tout le monde faisait des puzzles à ce moment-là. Voilà, on préfère aller se promener dans les rues. Bon, ben voilà, on s'est pas promené, après on est ressorti. Alors voilà, après. Il y avait des choses, il y a des gens qui l'ont vécu de manière plus agréable que d'autres, parce que les gens qui étaient à la campagne, c'était plus facile que les gens qui étaient dans un appartement de 30 mètres carrés à Paris. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai plutôt vu ça comme une période qui montrait qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la solidarité et tout ça, quoi. La mise en place des réseaux de solidarité. Enfin, moi, j'étais dans un petit village à ce moment-là. Tous les jours, on cuisinait pour aller apporter aux vieux du village. Tout ça, c'était formidable, quoi. J'ai trouvé ça super. Ça nous a permis de connaître des gens dans le village qu'on ne connaissait pas et tout ça, c'était chouette, quoi. C'était un beau moment, voilà. Et puis d'aller, je me souviens aussi avec le petit papier où on avait 1 heure pour aller faire des courses, on allait voir les voisins, etc. Je vous ramène quoi, etc. Puis on en ramenait des trucs, je sais pas quoi, des saucisses ou des trucs pour voilà. Je l'ai pas vu comme un moment de faiblesse, moi je l'ai vu comme un moment qui me disait qu'il y avait encore justement une morale de solidarité, quoi. Bah moi qui viens d'un pays totalitaire, je l'ai vu autrement. J'ai vu qu'il y avait des délations, j'ai vu que les soviétiques aussi étaient persuadés qu'ils vivaient heureux parce que solidaires, derrière un rideau de fer, enfermés, et que c'était ça la vie. En fait, beaucoup d'eux sont morts sans savoir ce que c'était la vie, ils n'ont rien vu. Et cette facilité avec laquelle on a accepté en Occident
de garder le semblant de la vie en s'enfermant, ça m'a assez frappé. Et ce qui m'a frappé, c'est les délations des voisins qui regardaient si vous êtes 6 ou autre. J'ai pas vu ça. Ouais. Mais c'est peut-être effectivement quand tu viens d'un pays totalitaire où tout est interdit, la moindre interdiction te fait rebondir et tu réagis, tu surréagis, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être parce que moi j'ai pas du tout vu ça comme ça. Vous avez écrit un autre livre sur la religion et l'État. Ah oui, ça y est, voilà, il y a mais longtemps. J'adore vos titres des livres, parce que quand on lit les titres, c'est vous qui inventez à chaque fois les titres? Oui, en général, ou avec l'éditeur, en général ça se passe comme ça, un titre de livre c'est toujours compliqué, mais c'est toujours, parce que, donc en général c'est un dialogue entre l'auteur et l'éditeur pour arriver au titre, mais c'est pas évident de trouver les titres. Ah non, mais les titres sont très, très parlants. J'ai eu à votre place un jour une dame spécialiste de la Russie franco-américaine et je lui ai posé la question sur la laïcité que, en tant que Russe, je ne comprends pas. En tant qu'Américaine, elle ne comprenait pas non plus ce concept. Vous êtes franco-flamand? Alors, mon nom est flamand, mais je suis français en fait. Il y a un petit bout de Flandre c'est tout au nord du pays, un petit bout de Flandre qui est en France. Qu'est-ce que cette laïcité dont la France parle du matin au soir depuis que j'habite ici? Depuis 30 ans, à chaque fois que je allume la télévision, on parle de la laïcité. Apparemment, c'est un grave problème. Hein. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part le fait que il y a une plus vieille histoire que les Français n'ont pas en tête, qui est le fait que dans le monde catholique, il y a une séparation des pouvoirs, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Ça remonte à Charlemagne, parce qu'à l'époque de Charlemagne, il y a le pape qui est à Rome, et le pape... Le pape décide de recréer un espèce d'empire romain, voilà, et donc il va s'appuyer sur un chef d'un peuple barbare, enfin, comme on les appelait à l'époque, les barbares francs, et qui s'appelle Charles, donc voilà, et qui va aller à Rome. Il va être couronné et sacré empereur en l'an 800. Et ensuite, la chose qui est importante, c'est de Rome, il va repartir, s'installer dans son palais. La plupart du temps, il habitera dans un palais à Aix-la-Chapelle. Et donc, ça veut dire que dès ce moment-là, dans le monde qu'on appellera le monde catholique, il y a le pouvoir spirituel qui est à Rome, le pape, et le pouvoir temporel, l'empereur, qui est à Aix-la-Chapelle, etc. Et ensuite, mais en fait, c'était un vol. Ça, c'est un vol, c'est-à-dire un vol de spiritualité. Disons que la chose s'est faite comme ça. Il y a eu cette différence. Et ensuite, dans l'histoire européenne, tout le temps, il y a toujours le pape qui était à Rome, alors qui régnait sur les petits États, mais ensuite, il était toujours en bisbille avec le roi de France, le roi d'Angleterre, les rois d'Espagne, les empereurs du monde germanique, etc. Ça, c'est comme ça que peu à peu est arrivée cette idée de la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Dans le monde russe, c'est très différent. Dans le monde russe, il est donc, comme on dit aujourd'hui, orthodoxe, c'est-à-dire il est lié historiquement à ce qui se passait à Constantinople, à Byzance. Hein. Et à Constantinople, à Byzance, là, il y avait un autre empire romain, l'empire romain byzantin. Et dans cet empire romain-là, le patriarche de Constantinople, il habitait dans la même ville que l'empereur de Constantinople, ils habitaient côte à côte, donc il n'y a pas de séparation du temporel et du spirituel. Et ensuite, quand ce patriarcat est passé à Moscou, là on est à la fin du XVIe siècle, ensuite il y a eu une petite bagarre à un moment entre le patriarche et les tsars. Il y a même eu une chose très particulière au début du XVIIe siècle, c'est le premier des Romanov, celui qui était le patriarche, c'était son père, c'était le tsar Michel Romanov. Par un hasard historique, son père avait était entré dans le clergé, et je ne vais pas rentrer dans le détail, et donc il y a eu un moment où c'est extraordinaire, il y avait le patriarche de Moscou, et le tsar, c'était son fils. Alors, c'était le patriarche qui commandait à ce moment-là. Puis ensuite, dans les tsars suivants, et surtout Pierre le Grand, il a carrément supprimé le patriarcat. Mais en tout cas, il y a toujours dans le monde russe l'idée que le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont au même endroit, et que donc l'un va chercher à dominer l'autre. Alors, il n'y a pas eu de patriarche pendant très longtemps. Pierre le Grand l'avait supprimé. Puis en 1917,
quand il y a eu la première révolution russe, la révolution de février, on a décidé de rétablir un patriarcat. Enfin, les orthodoxes ont décidé de rétablir un patriarcat, puis, comme vous le disiez tout à l'heure, les patriarches ont été totalement réprimés de manière atroce par les bolcheviks. Hein. Effectivement, il y a eu des campagnes d'athéisme, etc. Puis ensuite, au moment de la Seconde Guerre mondiale, Staline, qui avait besoin de tout le monde, il est allé chercher le patriarche dans sa prison, j'ai besoin de toi, et donc là, il a ressorti un patriarche. Mais depuis, il y a ces patriarches de Moscou qui succèdent, mais qui sont toujours soumis au pouvoir. L'actuel patriarche de Moscou, c'est un ancien des services secrets russes, c'est extraordinaire, ça c'est inimaginable. L'Église orthodoxe aujourd'hui, c'est l'Église de Staline, voilà, c'est pas du tout l'Église orthodoxe. Voilà, et donc ce que je veux dire, c'est que déjà, à la base, dans le monde occidental, il y a une tradition de différence entre le spirituel et le temporel, qui était due à cette chose historique particulière qui est, il y avait un pape à Rome et un empereur qui était ailleurs. Ça, c'est une chose, alors que dans le monde orthodoxe, il n'y a pas ça, ou dans le monde musulman, il n'y a pas ça non plus. C'est une chose particulière, non pas au christianisme, comme beaucoup de gens le croient, mais au christianisme occidental. Ça, c'est une chose. Et ensuite, en France, il y a une histoire particulière. Il y a une histoire particulière qui est la Révolution française. Au moment de la Révolution française, la Révolution française, elle s'est faite largement avec des principes qui venaient de la philosophie des Lumières et qui étaient l'idée qu'il fallait se débarrasser du pouvoir trop important de la religion, hein, le souvenir de Voltaire, etc. Et donc, la Révolution française, elle s'est faite avec une bagarre contre l'Église catholique. Hein. Il y avait toute la contre-révolution, les guerres en Vendée, etc. Elles étaient animées par les prêtres catholiques contre la Révolution française. Donc il y a cette idée qui est faite au moment de la Révolution française, qui est les principes de la République qui se font contre l'Église. Ensuite, il y a Bonaparte puis Napoléon qui arrivent au pouvoir. Et lui, il dit non, on va réconcilier tout le monde, on va arrêter avec ces guerres religieuses. Et donc, lui, il fait ce qu'on appelle un concordat, c'est-à-dire que la France va devenir, l'Église catholique va être en accord avec le clergé, avec le gouvernement. Pendant tout le XIXe siècle, les prêtres étaient payés par l'État, par exemple. Et il reste toujours, quand la République revient dans les années 1870, la Troisième République, là, il reste toujours l'idée... Nous, Troisième République, on veut faire triompher les principes de la Révolution, mais l'Église catholique est contre. Donc, il faut se séparer de l'Église catholique. Et c'est comme ça qu'en France, particulièrement, il y a eu cette guerre entre les gouvernements, entre l'État et l'Église catholique. Et ça s'est fait progressivement. Par exemple, on a laïcisé, c'est-à-dire on a sorti du giron de l'Église peu à peu divers domaines. Le plus célèbre, c'est l'éducation nationale. Hein, les lois Jules Ferry dans les années 1880, c'est désormais à l'école, il n'y aura plus de crucifix, à l'école, les prêtres n'auront plus le droit de venir, l'école sera laïque. On a fait ça pour les cimetières, on a fait ça pour les hôpitaux, hein, qui étaient soumis à l'Église jusque-là. Et puis, ça s'est terminé en 1905 par la loi de séparation des églises et de l'État. Donc, 1905, l'État dit, nous, on ne s'occupe plus de religion, hein, l'État ne salarie, ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte, mais on protège la liberté religieuse, ça c'est très important. Donc l'État est là pour protéger le fait que chacun ait le droit de pratiquer la religion qu'il veut, mais n'a pas le droit de s'en mêler. Ça c'est le statut particulier qui est arrivé en France à cause de cette histoire particulière qui n'est pas la même qu'en Angleterre, qui n'est pas la même qu'en Allemagne, à cause de la Révolution française et du rapport entre de la guerre religieuse au moment de la Révolution française. Mais en tout cas, ça reste quelque chose qui est très, effectivement, je comprends que vous voyez ça en disant « mais pourquoi on parle que de ça depuis 30 ans ?» Parce que ça reste très patrimonial, pour ainsi dire, en France. On a l'impression que la loi de 1905, la loi de séparation de l'État, c'est quelque chose qui appartient à la France, c'est notre patrimoine et qu'il faut le défendre, etc. Bon, voilà. Et avec en plus le fait que la laïcité, elle a été faite historiquement dans une lutte contre la domination de l'Église catholique, parce que l'Église catholique était trop dominante, et qu'aujourd'hui, le principe s'est retourné avec l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la laïcité comme un instrument contre l'islam, qui est autre chose. Mais du coup, tout à l'heure, je disais qu'il y a une religion vivante, l'islam étant une religion vivante, et la France va perdre à cause de la laïcité.
Parce que je ne sais pas pourquoi je compare la laïcité à la française avec ce que les bolcheviks ont fait avec l'Église. Ah oui, mais c'est très différent. Non, c'est très différent parce que là, les bolcheviks, quand ils sont arrivés au pouvoir, on a interdit les croix tout à, fait, à l'école. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau d'application, oui, tout à fait. C'est exactement la même chose. Non, parce que le principe n'est pas le même. Parce que les bolcheviks, quand ils sont arrivés au pouvoir, et dans les années 20, ils ont commencé une politique anti-religieuse, et puis ensuite, au moment de Staline, à partir du début des années 30, il y a eu une campagne officielle d'éradication de la religion. C'est-à-dire que donc là, on promeut une autre... Plus de prêtres à l'école, tout ça. Et l'idée qu'il fallait éradiquer la religion, qu'elle devait disparaître. Il y a eu un plan, je ne sais plus, je l'ai cité dans le livre, mais j'ai oublié son nom. Il y a un plan, comme les plans quinquennaux de Staline, les plans quinquennaux qui prévoyaient qu'en 2 ou 3 plans quinquennaux, il n'y aurait plus de religion, il y aurait la disparition de la religion. En France, c'est très différent. La loi de 1905, l'article 1 de la loi de 1905, c'est la République protège le libre exercice des cultes. Mais dans la constitution russe, c'est pareil. Oui, c'était écrit nulle part qu'il fallait fusiller les popes. On les a fusillés de fait. France, on n'a jamais publié. Mais sur le papier, c'était pas ça. En France, depuis 1905, mais en France, quand on interdit des signes religieux, des signes, des crèches. C'est exactement comme les Russes qui ont fait que parce que Noël était remplacé par le jour de Nouvel An. Oui, mais c'est pas, quand il faisait son plan d'éradication de la religion, Staline, il voulait éradiquer la religion partout. Effectivement, comme vous le disiez, les popes ont été envoyés en camp de concentration, ils étaient envoyés au goulag. En France, il n'y a jamais eu de curé qui a été envoyé au goulag. En France, la crèche, elle est interdite dans un lieu public, un lieu qui représente la République. Pourquoi ? Parce que la République doit être égale entre tous ses enfants. Donc il y a l'idée, il faut une stricte égalité. Les signes religieux sont interdits à l'école parce que tous les enfants doivent être égaux et il ne faut pas qu'un enfant puisse avoir des signes musulmans ou des signes catholiques ou des signes juifs ou des signes bouddhistes, etc. Mais en sortant, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et dans la famille, il a le droit de faire ce qu'il veut. En Russie, en URSS, c'était pas du tout ça. Quelqu'un qui était vu en train de prier, il pouvait avoir, à l'époque de Staline, il n'en fallait pas beaucoup à l'époque de Staline pour être martyrisé, mais il pouvait être martyrisé pour ça. En France, il n'y a jamais eu ça. La plupart des églises en France, elles sont à la disposition des catholiques, mais la plupart des églises, celles qui ont été construites avant 1905, elles sont restaurées, financées, etc., par les deniers publics. On n'a pas le droit de construire une nouvelle église avec l'argent public, mais une église d'avant 1905, Notre-Dame de Paris, les énormes travaux qui sont faits pour reconstruire Notre-Dame, c'est l'État qui prend ça en charge. Donc ça, c'était impensable à l'époque de Staline. Lui, il faisait raser des églises. Quand on voit l'état des églises en France, encore heureux que l'État couvre les dépenses de Notre-Dame. Écoutez, je ne sais pas, là on est à Paris. C'est quand même Notre-Dame qui fait vivre le tourisme français. Non, mais par exemple, là, hier, je suis passé par hasard devant l'église Saint-Eustache. Je l'adore, cette église. C'est celle qui est dans le quartier des Halles. Je dis pour les gens qui ne sont pas à Paris, qui nous regardent. Et elle vient d'être pas restaurée, mais comment on appelle ça pas quand on repeint, mais quand on enlève le noir. Ravalée, merci. Et elle vient d'être ravalée. Et la pierre, je ne sais pas d'où sort cette pierre, mais c'est lumineux, c'est absolument magnifique. Un jour de soleil, non, c'est quand même très, très beau. C'est pour les Jeux Olympiques qu'on fait ça. Peut-être. Eh bien, sacrés Jeux Olympiques. Parlons de la religion. Est-ce que vous allez vous mesurer au thème de judaïsme et ce qui se passe aujourd'hui après le 7 octobre, parce que vous écrivez des grands livres avec des titres très mégalos. Ouais. Est-ce que vous allez vous attaquer à ce thème ? Alors, vous ne croyez pas si bien dire, il y a un livre qui sort le 29 mars, donc dans 15 jours, qui est sur toute l'histoire, ça s'appelle Israël et Palestine, la fascinante et tragique histoire d'une terre promise. Et en l'occurrence, là pour le coup, je suis directeur d'ouvrage, mais ce n'est pas moi qui écris tous les textes. Parce que par ailleurs, je suis journaliste au Nouvel Obs, et au Nouvel Obs, on a fait un dossier, un grand dossier historique que j'ai dirigé sur l'histoire Israël-Palestine depuis le roi David, donc depuis l'Antiquité.
Et ça donne un livre qui sortira dans 15 jours. Donc effectivement, je serai appelé à reparler de ces questions-là, oui. Oh, Et alors, ça vous choque? Qu'est-ce qui me choque? Que l'histoire de 7 octobre a commencé que le 8 octobre. Non, mais là, alors évidemment, premièrement, le 7 octobre, évidemment des massacres atroces. On a vite oublié. Hein. Non, on en parle tous les jours quand même, mais bon. Oui, mais on parle quand même plutôt de la... Ouais. Enfin, en tout cas, massacre du 7 octobre, massacre atroce, épouvantable, etc. Et nous, justement, pour montrer que c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, on a fait tout ce petit livre que je vous enverrai avec plaisir et qui reprend l'histoire depuis à peu près, je crois que le premier, c'est des petits articles, des petites dates, et des dates qui sont expliquées sur 3-4 pages, et la première date, c'est le roi David, on est à peu près vers 1000 avant Jésus-Christ, donc on est remonté loin. Vous savez ce qui me choque dans cette histoire, c'est que les gens qui sont des gens progressistes, de gauche, des gens bien européens disent exactement la même chose que dit Poutine, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les Juifs ont vécu la Shoah que tout leur est permis. Il dit ça, Poutine? Poutine a dit, oui, c'est le discours de Lavrov, de Poutine. Oui. D'accord. Alors, j'ai pas entendu ce discours-là de Poutine parce que sur cette question-là, il a beaucoup varié. Il a été. Non, là, d'accord. Parce qu'à un moment, il dans était. Dans cette histoire, il était dès le premier jour contre l'Israël. D'accord. Parce que sinon, à un moment, c'était le meilleur copain de Netanyahou. Après, etc. Oui, il a beaucoup varié. Oui, bien sûr. Là, il est formel, il est pro-palestinien, il est allé même. La Russie a même proposé, vous savez, il y a un république autonome juif. Oui, bien sûr, le Birobidjan. Birobidjan, oui. Et le gouverneur de Birobidjan a proposé aux Palestiniens son territoire, tellement c'est juif que je pense qu'il n'y a plus de juifs là-bas, qu'il a dit, si vous voulez, viendez chez nous, on va vous accueillir. Donc Poutine et Lavrov, textuellement, c'est pas parce que l'Israël a vécu la Shoah qu'ils peuvent tout faire avec les Arabes et avec les Palestiniens. Parce que, en tout cas, le propre de ce petit livre qu'on a fait, c'est de montrer qu'il y a deux histoires, deux légitimités, deux points de vue, et on est tout à fait. Moi, je travaille au journal qui s'appelle Le Nouvel Observateur, fondé par Jean Daniel, et Jean Daniel, qui était un grand intellectuel français et qui était quelqu'un qui m'a beaucoup appris. J'ai appris auprès de lui, etc. Il était sur l'idée, il y a une légitimité juive à être en Israël, et il y a une légitimité palestinienne à avoir un État. Donc on était des défenseurs fervents depuis des décennies du fait qu'il doivent y avoir deux États. Moi, je suis un défenseur fervent de cette solution à deux États. Alors deux États ou une autre manière de voir les choses. Mais en tout cas, disons que, parce qu'après deux États, il ne faut pas non plus écraser la chose sous une solution politique particulière. Il y a peut-être des solutions de fédération ou de je ne sais pas quoi, il y a peut-être d'autres solutions politiques à trouver, ça on est bien d'accord. Mais en tout cas, sur cette idée que il y a une légitimité d'Israël à exister, et il faut qu'Israël ait le droit d'exister, et il y a une légitimité des Palestiniens à exister et avoir un État, à être reconnu et pas être traité en sous-homme, et que ces deux légitimités, il faut les faire concorder, et on ne sortira pas des choses tant que ces deux choses-là ne seront pas faites. Voilà, c'est ce qu'on défend dans ce livre. C'est une jolie utopie. Ne pensez-vous pas que ce que l'Ukraine et la Russie vivent actuellement, c'est le miroir de l'histoire entre les Palestiniens et les Israéliens, dans le sens où les deux peuples prétendent avoir le même droit sur le même territoire, et les Russes et les Ukrainiens, par rapport à Kiev, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que la situation entre l'Ukraine, et cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça va être la même chose qu'Israël et la Palestine, c'est-à-dire la guerre sans fin? Alors, je ne sais plus qui vous mettez dans quel ordre à ce moment-là, mais enfin, là, en l'occurrence, quand vous dites le même territoire, il y a un territoire qui s'appelle l'Ukraine et qui est défendu par des gens qui disent on est ukrainien, enfin il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine. Non, bien sûr. Simplement, quand les Russes prétendent que Kiev c'est russe, et que les Ukrainiens, à juste titre, d'ailleurs le mot russe était un mot ukrainien. D'abord, il y avait un pays, la Russe de Kiev. Donc, au fond, la question, mis à part le fait que Poutine, c'est juste un malade, mais il y a une question
monumentale qui s'est créée à cause de cette guerre, à laquelle peut-être les Russes ne pensaient pas avant. Mais aujourd'hui, ils se sont mis dans la tête que Kiev, c'est à eux. Et ça me fait penser à l'histoire de la Terre Sainte, à laquelle les deux peuples ont droit. Oui, alors là, moi je vois les choses un peu différemment quand même. Alors là, pour le coup, au début du livre sur mon histoire de la Russie, effectivement, l'origine de toute l'histoire des mondes russes, hein, effectivement, cette origine, elle est à Kiev, ça c'est sûr. Mais donc, c'est cette petite principauté de Kiev, avec cette Russe de Kiev dont vous parliez, c'est de là que vont naître d'autres cités-États qui sont tout autour, etc. Et puis qu'ensuite, il y a une petite ville dont personne ne parle, qui s'appelle Moscou, qui va réussir à grandir à l'époque de la domination mongole. Et cette petite ville va grandir, elle va devenir une ville de plus en plus importante et va prendre la prééminence. Mais là, Moscou dit, puisque notre histoire est née à Kiev, on a le droit de prendre Kiev, mais Kiev pourrait très bien aussi dire, puisque Moscou c'était une petite ville qui n'avait pas d'importance, c'est nous, Ukrainiens, qui allons envahir la Russie, et les Russes vont devenir Ukrainiens. Vous voyez, et là, on est sur Israël-Palestine, on a des problématiques historiques quand même très différentes, le principe même du sionisme, c'est de dire, nous, le peuple juif, on a été dispersés au moment où il y a eu les Romains qui ont occupé la Palestine, qui nous ont dispersés au 1er siècle après Jésus-Christ. On a été dispersés et on va revenir. Mais là, il n'y a rien de comparable. Les Ukrainiens n'ont pas été... C'est pas la diaspora ukrainienne qui dit on va se réinstaller dans un endroit où il y aurait que des Russes qui habitent. C'est pas la même thématique. Il n'y a pas la même chose. Moi, je vois pas d'équivalence entre les deux. Moi, j'y vois parce que, regardez, petit à petit, on entend... on exige des Ukrainiens de ne pas bombarder les Russes, de ne pas faire des victimes parmi les civils. Ils ne font que se défendre. Mais du coup, à eux, on demande le respect des principes de la guerre. Et les Russes, qui sont des envahisseurs, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, je me demande si l'Ukraine, si ça continue comme ça, ne va pas se retrouver dans la même situation du pays qui se défend, mais qui va être jugé par la bien-pensance mondiale, comme ça se passe en Israël. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses similaires qui se passent dans ces deux histoires. C'est peut-être pour ça, mais... Moi, je les vois pas tellement. Alors, la chose qui est claire, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a avantagé objectivement Poutine, puisque ça crée un deuxième front pour les Américains. En fait. Non, en dehors de ça, oui, tout à fait. Donc, il y a là, sur le plan géopolitique, c'est évident. Mais c'est vrai que dans le reste du monde, il y a beaucoup de pays, des pays africains, des pays arabes, etc., qui disent mais quand l'Ukraine est bombardée, vous dites qu'il faut défendre l'Ukraine, et quand Gaza est bombardée, vous dites pas il faut défendre Gaza. Il y a le procès en double standard qui est fait aux Américains. Là, encore une fois, je trouve que moi j'aime pas trop les raccourcis trop brutaux, et donc voilà. Donc j'ai écrit une histoire de la Russie, et là il y a un livre qui sort sur l'histoire d'Israël-Palestine. Pour moi, c'est deux choses quand même qui sont très différentes. Vous qui adorez l'histoire, et donc qui dit histoire dit souvent, c'est pas mon opinion, qu'elle est faite par les personnalités. Sommes-nous en manque de personnalité? Ne pensez-vous pas que les hommes politiques d'aujourd'hui ressemblent à ces équipes de football pour qui le plus important c'est d'aller au play-off? Play-off, c'est une présélection pour être élu à la Ligue nationale de football. Et après, peu importe. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est être dedans. Et après, tu peux perdre tous les matchs, peu importe. Mais tu es dans la Ligue. Et on appelle ça la présélection, c'est play-off. J'ai l'impression que les hommes politiques aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer
dans le monde des politiques, et après, leur personnalité n'a plus aucune espèce d'importance. Ils sont tous assez gris, et leur vision est tellement courte. Ils n'ont pas de vrai projet, ils ne peuvent pas en avoir, parce qu'ils sont élus juste... Enfin, les gens qui aujourd'hui sont dirigeants, enfin, peuvent diriger l'issue de cette guerre, si elle va devenir mondiale, ils ne vont plus être là, les hommes politiques. Parce qu'ils vont partir, ils ne vont plus être mandatés. Donc, ils n'ont du coup, par conséquent, aucune responsabilité, parce que temporairement, ils n'ont pas la main. Or, un vrai projet historique, c'est un projet qui est planifié pour 400 ans, pour 500 ans, pour la chrétienté, 2000 ans. Ça, c'est un vrai projet. On ne peut pas mesurer l'histoire avec 4 ans de mandat. Or, aujourd'hui, ces hommes politiques, ils sont la courte paille. Alors, il me semble qu'il y a deux choses dans ce que vous dites là. Premièrement, sur le côté, les personnalités qui sont grises, etc., vous disiez au départ. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que donneront les personnalités qui sont aujourd'hui au pouvoir en Europe, M. Scholz en Allemagne, ou M. Macron en France, ou M. Sanchez en Espagne, etc. Je sais, pour écrire des livres d'histoire, qu'il y a des personnalités qui se révèlent dans les circonstances. Hein. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Churchill. Churchill, c'était quand même Churchill, en 1940, quand il arrive au pouvoir, d'abord c'est un politicien qui a toute sa carrière derrière lui, et ensuite il y a énormément de ratages, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'image de celui qui a échoué, c'est lui qui pendant la guerre de 14 avait monté l'opération des Dardanelles pour essayer d'abattre l'Empire ottoman, c'était un désastre militaire. C'est lui qui a maintenu, il était au pouvoir aux finances dans les années 20, c'est lui qui a maintenu le cours de la livre, alors qu'au moment de la crise économique, c'était une catastrophe économique pour l'Angleterre, donc c'est quelqu'un qui traînait des casseroles, comme on dit aujourd'hui, énormes derrière lui. Il est arrivé au pouvoir tout à fait par hasard parce que Chamberlain était malade et donc il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer et qu'il est arrivé au pouvoir et il a été le célèbre moment churchillien, il a été l'homme de la situation. C'est quand même grâce à lui qu'on se parle encore ici et qu'il n'y a pas des nazis qui nous attendent dehors. Enfin, je veux dire, c'est clair que c'est lui qui a été l'homme qui a été pendant le phare de la résistance des démocraties face à la barbarie nazie. Voilà, et il s'est donc révélé à un moment donné. Qui sait si il y a Zelensky, Zelensky, c'était le type grotesque qui faisait des comédies musicales ou je sais pas quoi, ou des spectacles, des trucs, des TV shows, etc. Voilà. Et en faisant du piano avec son sexe, je crois, ou il a quelque chose qu'on raconte comme ça, enfin qui était un comique. Et puis voilà, il a son moment churchillien après. Donc ça, c'est les personnalités se révèlent au cours de l'histoire. Ça, c'est une chose. Après, l'autre question que vous posez, effectivement, qui est le côté, ça, c'est le problème de la démocratie, qui est effectivement le mandat. Le mandat qui est court, ça c'est évident que c'est un problème, mais le problème c'est que si on n'est pas dans le système de mandat court, on rentre dans le système des dictateurs, c'est-à-dire Poutine qui pense qu'il peut être, qui était soi-disant au pouvoir, ça devait s'arrêter, je ne sais plus, l'année dernière, et là ça va continuer jusqu'à ce qu'il ait 120 ans, et si toujours vivant, il sera toujours au pouvoir parce qu'il reconduira toujours son pouvoir au nom de c'est moi qui sais où amener la Russie, etc. Oui, mais ça s'appelle une dictature, donc c'est pas un système très enviable. Oui, mais quand c'est je sais où amener, mais 4 ans après, je me lave les mains et balayer après. Là, en France, on a un bon exemple aujourd'hui qui est le cas d'Emmanuel Macron, donc qui est dans un deuxième mandat. La Constitution lui interdit de se représenter pour un troisième mandat, et donc on va voir ce qui fait là, en ce moment même, quand on se parle, il essaie de faire des choses qui posent, en tout cas, il essaie de faire des réformes de société qui posent les choses pour faire avancer la société. Il y a le fait de faire entrer l'IVG dans la Constitution. Là, il est en train de prévoir une réforme sur la fin de vie, etc. Lui, en tout cas, il se dit c'est mon moment de faire les grandes réformes, etc. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il pense lui. On verra ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi cette histoire de IVG dans la Constitution, ça me semble... On n'a pas mis dans la Constitution, par exemple, l'égalité des salaires des femmes. Et je trouve que dans la société occidentale, on met dans la Constitution
un truc qui existe déjà, qui est évident, c'est de l'infantilisme extrême. Alors, c'est une manière de le sanctuariser, de le protéger, hein, puisque à partir du moment à partir du moment où quelque chose est inscrit dans la Constitution, on peut le défaire, bien sûr, mais pour le défaire, il faut faire ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire réunir les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, en congrès, etc. Donc ça sanctuarise les choses, ça les rend beaucoup plus sensibles. Quand vous dites l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, dans la Constitution, il y a le principe d'égalité, d'égalité entre les hommes et les femmes, entre tous les citoyens et les citoyennes. Donc l'égalité salariale, elle découle de ça, si vous voulez. Il y a pas besoin de... Sauf qu'elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, la société est censée tendre vers ça. On est censé progresser pour faire que les choses évoluent dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'histoire du chien d'Alcaviade. Je ne sais pas ce que c'est ça. Il y avait un homme d'État, Alcaviade, je pense que c'était 400 ans avant Jésus-Christ. Il avait un chien qui avait une très jolie queue, qui faisait la beauté du chien. Et comme il était très méchant, l'homme, il a coupé la queue du chien. Du coup, tout le monde parlait de la queue du chien et pas de sa méchanceté à lui. Enfin, c'est-à-dire que c'est une façon de ne pas parler des vrais problèmes de la société que de rentrer le IVG dans la Constitution. C'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est peut-être parce que je suis soviétique et que la liberté de la femme, elle était assez réelle chez les bolcheviks. Et que je trouve que c'est tellement une évidence qu'en faire un tabac, c'est... Bah oui, alors il y a beaucoup d'Américaines qui aimeraient que ce soit une évidence. Mais on n'est pas en Amérique, on est en France. Oui, je sais, mais il y a toujours l'idée qu'il vaut mieux protéger ce droit. Enfin, en tout cas, c'est ce que... Non, mais du coup, je dis, mais tant qu'à faire, résolver les vrais problèmes. La femme est toujours sous-payée en France, donc obligée d'avoir le même salaire que d'écrire dans la Constitution et en faire tout un spectacle. Qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on a changé le monde. Enfin, l'avortement n'est pas interdit en France. Non, mais il pourrait être menacé. Oui, mais il pourrait... Enfin, bref, c'est un faux problème. C'est un faux problème, tandis qu'il y a des réels problèmes. Et bref. Vous avez des enfants? Non. Ah, mince alors. Parce que je voulais tellement... pour vous, Emmanuel Macron, avec cette phrase qui a perturbé tout le monde, d'envoyer les soldats en Ukraine, c'est le complexe de Napoléon ou c'est autre chose? Je pense que moi, j'ai absolument pas été choqué par la phrase parce que c'est une évidence géopolitique. C'est une évidence que si on veut protéger l'Ukraine, et j'espère qu'on le fera, il y a un moment, il y a déjà des instructeurs, etc. Il y a déjà des militaires de différents pays qui sont là pour aider pour s'occuper des armements, etc. Donc peut-être qu'on arrivera un jour au fait qu'il y ait un envoi de troupes, voilà. Bon, mais c'est une évidence qui est partagé par beaucoup de gens. Moi, ce qui m'a embêté là, c'est que comme toujours, il a fait cavalier seul. C'est-à-dire que je pense qu'il devait, là c'est son narcissisme qui a parlé, donc je pense qu'il aurait dû se concerter avec d'autres dirigeants européens et faire une proclamation à 5, à 6, à 8, à 10, peut-être pas les 27, parce que c'est très compliqué, mais bon voilà. Mais en tout cas, sur le fait de dire on va envoyer des troupes. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'il faut le dire ou pas? Mais ça, vous savez, en diplomatie, dans des questions de guerre, il y a toujours l'opposition entre deux choses. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas parler pour pas que l'adversaire soit au courant de ce qu'on va faire, et ceux qui disent qu'il faut parler pour lui dire, pour lui mettre des limites, etc. Bon, ça, c'est des questions de psychologie diplomatique. Ça, je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, sur le fait même que s'il faut y arriver, on arrivera à ça, oui. Moi, je pense que c'est une foutaise parce que les Ukrainiens ont prouvé que c'est des vrais soldats. Alors si, par exemple, les troupes françaises entrent sur le territoire ukrainien, il faut poser une question. Est-ce que les Français vont écouter le commandement ukrainien?
Bah, là, on n'en est pas là. Hein. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un commandement unifié, est-ce que, etc. Ah non, non, Ça non, mais dépend parce que c'est quand même les Ukrainiens qui doivent Oui, mais ça, c'est pour l'instant. Alors, est-ce que les Européens qui parlent, sinon, pourquoi ils parlent? Bah, je ne veux pas jouer mon film quelle crotte, mais taisez-vous, comme il disait à la télévision, j'adore. J'ai envie de dire, mais taisez-vous. Parce que sinon, si vous entrez là-bas, il va falloir écouter les généraux, ukrainiens. Peut-être que ça se fera comme ça. Parce que oui, ça m'étonnerait que les troupes françaises vont écouter des Ukrainiens, exécuter les ordres des Ukrainiens. Dans toutes les configurations de guerre, il y a toujours eu des configurations différentes. Hein. Pendant la guerre de 14, à la fin de la guerre de 14, on a réussi à faire un commandement unifié qui était dirigé par un Français. C'était pas évident que des Anglais et des Américains acceptent d'être dirigés par un Français. Ça a été le cas. Hein. On dit que la politique, c'est un tango et qui se fait à deux. On a un tango qui se fait à trois actuellement. Il y a Biden, Poutine et puis Zelensky. Il faut qu'un des trois dégage. Lequel ça va être, d'après vous? Alors, je pense que d'abord, il y a aussi d'autres gens qui sont dans le bal, mais qu'on voit moins, je pense les que Chinois. C'est la décoration. Je pense que ça se passe entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Ouais. Les autres, c'est des figurants. Je pense que je ne serais pas d'accord avec vous. Je vous dis, les Chinois, ils regardent tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ils n'ont pas encore clairement, ils ne sont pas encore clairement situés, mais en tout cas, il y a eux. Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, on verra ce que dit le sort des armes. Là, c'est le sort des armes qui va parler. Mais en tout cas, ce que j'espère moi, c'est que celui qui va dégager, c'est celui qui était l'agresseur dans cette histoire. C'était quand même le méchant de l'histoire. C'est-à-dire Poutine, c'est lui qui a attaqué l'Ukraine, c'est une évidence. Donc il faut protéger l'Ukraine parce qu'un pays ne peut pas être agressé par un voisin comme ça, c'est pas possible. Donc vous pensez que le premier qui va dégager, ça va être Poutine? J'en sais absolument rien. Je pense que personne n'en sait rien. Mais je pense que c'est très difficile à établir parce qu'on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Enfin, tout depuis le départ est inédit et tout est incompréhensible. Enfin, tout est imprévisible dans la guerre qui se déroule, hein, puisque d'abord l'invasion elle-même était imprévisible. Enfin, imprévisible en tout cas, on pensait que le monde entier pensait que Poutine n'allait pas faire ça, qu'il allait garder ses troupes à la frontière comme un truc de pression et garder le Donbass comme un fer pour aller dans la plaie comme ça, mais qu'il n'allait pas avancer plus que ça. Bon, il l'a fait. Ensuite, lui-même, Poutine, il pensait qu'en une semaine, ce serait réglé. Ça n'a pas été réglé en une semaine. Ensuite, on pensait l'été dernier que la contre-offensive ukrainienne allait être efficace. Elle ne l'a pas été, etc. Donc voilà, on avance d'étape en étape sans savoir la suivante, ce qui est le propre des guerres. Je pense que... je ne suis pas du tout une amatrice de Deleuze, mais c'est lui qui a inventé le principe de rhizome. Oui. Au fait, autrefois, il y avait un monde où il y avait des arbres avec un tronc et puis des racines et puis les feuilles. C'était clair. Et rhizome, c'est des espèces de réseaux. D'ailleurs, on vit dans un monde des réseaux. Il n'y a plus d'alliances, de vraies alliances, il n'y a que des petits réseaux et ces petits réseaux se forment d'un jour à l'autre de façon différente. On a des acteurs qui se rangent tantôt du côté des Russes, tantôt du côté des Ukrainiens. Il y a les Lituaniens, les pays baltes qui sont à fond pour l'Ukraine, mais pourtant ils ont triplé, je pense, leur échange économique avec l'Asie centrale, ce qui veut dire qu'ils participent dans l'achat par les Russes des choses interdites via l'Asie centrale. Les pays tiers. Donc c'est vrai que, au fond, ma question à vous, historien, le monde tel qu'on le connaît, y compris dans les frontières telles qu'on les connaît, était fait par les guerres. Pourquoi on a tellement peur de guerre qu'on crée quelque chose qui est beaucoup plus violent que les guerres normales? Là, en termes de violence, la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas fait pire depuis le début de l'humanité. Hein. C'était quand même la guerre la plus destructrice qui ait eu lieu. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de ne plus en faire.
c'est quasiment interdit de faire les guerres. Du coup, tout le monde fait des opérations spéciales, n'est-ce pas? C'est pas Poutine qui a inventé le concept. C'est le concept après 1945. On fait des opérations spéciales humanitaires, comme on dit. Et puis ça se passe avec du napalm, mais au nom de la démocratie. Mais pourvu que ça s'appelle pas la guerre. On déclare plus la guerre. La seule guerre qui était déclarée depuis 1945, c'était la guerre du football entre Oui, Honduras et le pays voisin. Oui. Et ils ont eu l'audace de déclarer la guerre. Ni l'Ukraine n'est en guerre avec la Russie, ni la Russie n'est en guerre avec l'Ukraine, ni l'Europe avec les Russes. Les guerres ne sont pas déclarées. Mais du coup, on tue, et ça a un aspect encore plus horrible qu'une guerre dans les règles. Alors déjà des guerres dans les règles, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que je vous dis la première, la seconde, etc. C'était voilà, il y avait des conventions, etc. Et rien de tout ça n'a jamais été respecté évidemment. Hein. Et je pense que toutes les guerres sont horribles, mais enfin là, je vois pas tellement où vous allez avec votre question, parce que le monde est fait par les guerres. Oui, mais si on pouvait réussir à trouver un moment où le monde ne sera plus fait par les guerres, c'est peut-être au début de la conversation, on parlait de la spiritualité, de pourquoi l'humain, etc. Ça paraît être un beau projet quand même, non, de réussir à trouver un monde dans lequel les choses sont réglées autrement que par les conflits, ce serait quand même formidable. Et ça paraît un projet qui doit appartenir à tous les humains. Tous les humains doivent réfléchir à ça, quelles que soient leurs convictions, leur philosophie, leur religion, etc. C'est un projet de protection de la vie. L'idée, c'est peut-être de dire que, en fait, le seul livre correct, c'est l'Ecclésiaste, et que tout est vanité, et qu'on est revenu au moins au XVe siècle. Tellement progressiste et tellement positiviste et tellement démocrate, en fait, on est revenu en arrière. Ça, c'est la grande question de est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule sans cesse. C'est une question à laquelle je ne serais pas capable de... Comme Lénine qui disait un pas en avant, deux pas en arrière. Vous pensez que Poutine va être enterré en même temps que Lénine enfin? En même temps, vous dire dans le même endroit? Non, mais parce que Lénine n'est pas enterré. Il est où, Lénine? Lénine, il est sur la place rouge. Oui, d'accord. Ah oui, pardon. On ne l'a pas enterré. Du coup, non. Pensez-vous qu'avec Poutine, on va enfin enterrer Lénine aussi? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en ai aucune idée. Non, parce que voilà le culte de la personnalité. Ah, ça c'est sûr, ouais. C'est étonnant. Ça c'est clair, oui, ça c'est clair, bien sûr, mais ça c'est vertigineux, ça c'est la révolution russe, c'est-à-dire que celle qui dit on va sortir de la religion, on va sortir de la dépendance, de la révérence aux prêtres, etc. Et 5 ans plus tard, on invente un culte, quoi, enfin, en mettant effectivement... Et on n'a pas fini, on est en train d'inventer le culte de Navalny, ce qui les bras m'en tombent, mais c'était il pourrait devenir le nouveau Lénine de la Russie. Parce que son discours, c'est un néo-bolchevique, lui. C'est un Che Guevara. Enfin, en tout cas, il a eu bien du courage, ça c'est sûr. C'est pas parce que tu es courageux qu'il faut suivre ce que tu dis. Il y avait beaucoup de courageux qui étaient... Che Guevara, c'était un courageux, mais... En tout cas, je serais content de voir le moment où il pourrait y avoir une élection en Russie avec des gens qui ont différents programmes et qui sont pas d'accord et que de manière saine et claire, les gens choisissent comme celui qu'ils préfèrent. Voilà. C'est pas le cas. Merci. Merci à vous.